Ça, c'est un moyen de chantage pour vous, là. Mais ça dit, vous, là, ça va vous consumer, ça va vous détruire. Ça va vous consumer, ça va vous détruire. Ah là, Otipa, il faut envoyer sur mon deuxième numéro. Je ne sais pas si tu as ça. Envoie sur mon deuxième numéro. C'est que tu viens de m'envoyer là. Voilà, envoie sur mon deuxième numéro. Est-ce que vous voyez? Attends, je vais voir s'il peut t'envoyer un message. Tu dois avoir ce numéro-là. Ah, tu as ouvert. C'est qui ça? Viens, il a duré un peu. Il est fou. Voilà, je t'envoie un message sur mon deuxième numéro. Voilà, je t'ai envoyé. Voilà, il faut envoyer ici. Vous voyez, c'est sur l'autre, je suis en train de faire le live. Donc vous voyez, non, tu vas durer là-bas. Tu vas durer là-bas. Et c'est nous, on t'a dit que... Non, on t'a dit qu'on est, on est pressé. Il y a des choses là, il faut aborder ça avec la foi. Nous, on n'est pas perturbés. Parce que nous, on sait qu'on n'a pas trahi Alassane. C'est lui qui nous a trahis. Nous, on sait qu'on ne l'a pas trahi, qu'on l'a aimé, on l'a protégé, on a protégé son honneur, on a protégé sa dignité. Ok? On a tout refusé pour lui. Ils nous ont fait comprendre que Gbagbo était mauvais, qu'il n'était pas bon. Alors que Gbagbo même là, on ne le connaissait pas. Et puis le problème, quand on fait relever, oui, les nordistes, les gens du nord, voilà, Gbagbo nous a fait ça, Gbagbo nous a fait ça. Ça peut être un fait. Ça, c'est la conséquence. Il ne faut pas regarder la conséquence. Oh, c'est que nous, on regarde, c'est la conséquence. On regarde la conséquence. Est-ce qu'avant, quand Gbagbo accédait au pouvoir, là, il avait un problème avec les nordistes? Il n'avait pas de problème avec le nordiste, avec le malinké, avec le djoula, avec les étrangers. Il n'avait aucun problème. Lui, il a cherché le pouvoir. Il était dans le front républicain. Gbagbo est sorti du front républicain. Parce qu'il avait l'occasion d'avoir le pouvoir. On dit non, c'est un boulanger. Mais c'est un boulanger, c'est ça le bon politicien. Le bon politicien était boulanger. Ou bien, parce que lui-même, il sait, voilà l'occasion pour avoir le pouvoir. Si je ne l'ai pas maintenant, là, je ne l'aurai jamais. Donc, il a manœuvré. Ce n'est pas lui qui était au pouvoir. Celui qui a exclu Alassane Ouattara en 2000, ce n'est pas Gbagbo. C'est le régime de Guy Robert. C'est le régime de Guy Robert. C'est Tia Kodé. Maintenant, quand on va aux élections, mais Alassane n'est pas candidat. Sa candidature est rejetée. Sa candidature est rejetée et c'est la conséquence de la rébellion qui est le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara. Les déclarations sont là. Il y a un qui dit oui, tu as accusé le président qu'il a amené la guerre, il a divisé le pays. Mais ces déclarations sont là. Les accusations de ceux-mêmes qui étaient en armes là sont là, ils n'ont jamais été poursuivis. Ils n'ont jamais été poursuivis pour avoir accusé Alassane. Et lui-même, il a dit, il ne connaît pas Zakaria Kone. Il ne le connaît ni d'Ada ni de M. Zakaria, là, ils n'ont jamais poursuivi Zakaria. Non, Parigo est dans la diffamation, les propos qu'il a tenus là, voilà, il n'apporte aucune preuve. Moi, je dois apporter preuve. Moi, je n'ai pas de preuve à apporter. Lui-même, ses propres déclarations sont là. En 2000, M. Alassane Ouattara dit, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections présidentielles. Bon, en dehors du rendez-vous constitutionnel, c'est que j'ai dit là, venez me dire non, ce que tu dis là, tu mens. Hein. Tapotez les gars. Je vais regarder tous ceux qui sont en haut, qui ne sont pas abonnés, je les fais descendre. Voilà, sous le Albatros, viens te faire descendre, merci. Voilà, parce que je ne veux plus voir quelqu'un sur mon panel, voilà, qui n'est pas abonné. Avant de monter, abonnez-vous, merci. Voilà, merci. C'est Drabo seulement qui a abonné. Tous ceux qui veulent remonter, voilà, abonnez-vous avant qu'on vous fasse, on vous prenne. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur dit, en 2005, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui traitez tout le monde d'être dans une logique de déstabilisation. C'est vous qui traitez tout le monde d'être dans une logique insurrectionnelle. Ok, on va remonter le temps. On va remonter le temps. Comme je l'ai dit, tous ceux qui ne suivent pas le compte là, ne pourraient plus monter sur le panel. Voilà. Est-ce que vous comprenez?
suis pas le compte. Il faut suivre le compte, il faut s'abonner avant qu'on vous fasse monter. En 2000, le monsieur, quand sa candidature est rejetée, qui rejette sa candidature? C'est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui est une institution de la République, qui est le seul et unique juge en matière électorale. Et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. Je répète, la Chambre constitutionnelle, qui est l'équivalent aujourd'hui du Conseil constitutionnel, était le juge de l'élection. Et cette décision n'était susceptible d'aucune voie de recours. A rejeté la candidature de M. Alassane Ouattara pour nationalité douteuse. Donc ce n'est pas seulement une candidature qui est rejetée parce qu'il ne remplit pas les conditions de 5 ans. Ce n'est pas seulement une candidature qui est rejetée parce qu'il n'a pas payé sa caution. Ce n'est pas une candidature qui est rejetée parce que son dossier, son casier judiciaire n'est pas propre. Simplement pour nationalité douteuse. Mais quand il y a doute sur ta nationalité, mais tu n'es pas ivoirien. C'est ce que dit la loi. Voilà, c'est ce que dit la loi. On dit douteuse. Et puis c'est une décision de justice. Donc c'est à force de loi. M. Ouattara a dit, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Maintenant, si tu n'attends pas 5 ans pour aller aux élections présidentielles, or, le rendez-vous constitutionnel de l'élection présidentielle est contenu dans la Constitution, c'est 5 ans après. Tu attends quoi? Tu comptes sur quoi? Au temps du président Bédié, et c'est ce que Atouro disait la dernière fois, que M. Ouattara en voulait au général Robert Gueye. Parce qu'à Kabakouma, M. Alassane Ouattara s'est rendu à Kabakouma 2 fois. La première fois, c'était du vivant de Gueye Robert. Ils ont signé un pacte. Lui et Gueye, là, ont signé un pacte. Lui et Gueye se sont mis d'accord pour dire, bon, on va faire alliance contre Gbagbo. Avant la mort de Gueye. Et quand Gueye décède, au moment où M. Ouattara est candidat, il fait campagne. Quand il va à l'ouest, il se rend aussi à Kabakouma pour aller s'incliner sur la tombe du général Robert Gueye. Les images sont là. Mais à la fête d'indépendance, on voit les photos de tous les anciens chefs d'État. Bédié, Ofoui, Bédié, Gbagbo et Ouattara. Il n'y a pas la photo de Gueye. Mais pourquoi avoir signé un pacte avec Gueye? Pourquoi être allé à Kabakouma? C'est que je dis là. Les populations de Kabakouma peuvent témoigner. Mabri Touakeus, de là où il est, parce qu'il faisait partie aussi de cette délégation-là, pour que M. Ouattara aille s'incliner. Parce que moi, le peuple d'An et les militants de l'UDPCI, moi je suis assis et puis je vous regarde. Si vous êtes des gens qui n'ont pas oublié Gueye, qui n'ont pas oublié ce jour-là, il allait s'incliner là-bas. Pourquoi? Gueye était un ancien chef d'État. Il bénéficiait du statut d'ancien chef d'État. Même s'il a fait qui bénéficiait du statut d'ancien chef d'État. Maintenant, quand on ne met pas sa photo, on veut nier cette page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oh, on ne peut pas la nier. Parce que nier cette page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est préparer la crise de demain. Parce qu'on dit, celui qui ne se rappelle pas de son histoire est amené à le revivre. Monsieur Jean Amalan, vous n'êtes pas abonné, vous ne suivez pas le compte, donc je ne pourrai pas vous faire monter. Est-ce que vous voyez? Celui qui ne se rappelle pas, le peuple qui ne se rappelle pas de son histoire est obligé de le revivre. Donc, ne pas mettre la photo du général Robert Gueye parmi les anciens chefs de l'État, c'est préparer la crise de demain. Pourquoi? Parce que le peuple ne va pas savoir que telle situation nous a conduit à telle situation.
Le peuple ne va pas savoir intégrer la gravité du coup d'État militaire qui a eu lieu, les conséquences qui en ont découlé. Parce que c'est de là que toute la déstabilisation jusqu'à la rébellion, parce que ce sont les mêmes acteurs qui ont fait le coup d'État de 1999, ce sont les mêmes acteurs qui ont fait la rébellion du 19 septembre. Ce pas des gens qui sont quittés au ciel pour tomber. C'est des soldats de l'armée ivoirienne. Le colonel Fofié, qui est là, paix à son âme, là, était militaire de l'armée ivoirienne. Chérif Ousmane était militaire de l'armée ivoirienne. Ouattao, Zaga Zaga, Loseni Fofana, Moru Ouattara, Vecho, tous les noms que vous pouvez connaître étaient tous des militaires de l'armée ivoirienne. Et ce sont les mêmes acteurs, les Djagao, ce sont les mêmes acteurs du coup d'État de 1999. C'est factuel. Maintenant, si vous voulez couper cette partie de l'histoire, qu'est-ce qu'on enseigne à notre génération, aux générations futures? Attention, n'arrivez pas à telle extrémité. Telle année, on a vécu tel événement. Hervé Touré, Zakaria Koné, voilà, citez les noms. Qu'on a appelé les Zinzins et les Baefoué, qui étaient là en Centrafrique et qui sont venus, qui ont fait le coup d'État contre le général, le président Henri Konan Bédié. Et voilà comment la Côte d'Ivoire a plongé dans le chaos. Mais au moment où il y a eu la surveillance du coup d'État militaire, toute la direction du RDA était en prison. Ils étaient tous en prison. Ceux que vous voyez faire le gros dos aujourd'hui dans Abidjan, là, ils étaient tous en prison. Et c'est le coup d'État militaire. Au fait, le RDA a toujours bénéficié de la porte de Pandore. M. Alassane Ouattara a toujours bénéficié de la porte de Pandore, de l'ouverture de la porte de Pandore. En 1989, toute la direction du RDA était en prison. Toute. M. Alassane Ouattara lui-même faisait l'objet encore d'un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre lui par la justice ivoirienne. Pour faux et usage de faux en écriture publique. Pour avoir des accusations de falsification de la nationalité ivoirienne. Voici l'origine de la crise ivoirienne. Voici l'origine. Et c'est cette crise, cette crise de nationalité de M. Ouattara, qui a ouvert la porte de Pandore. Qui a ouvert la porte de Pandore. Voilà, faut pas réfléchir 3 fois, faut pas réfléchir 2 fois. Monsieur Jean Amalan, je vous ai dit, si vous suivez le compte, je vais vous faire monter. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a ouvert la porte de Pandore. Et nous voilà dans une période d'incertitude. Et c'est de là que tout est parti. Et vous avez tous salué le coup d'État de 1999, y compris M. Alassane Ouattara. Je dis ces mots, il dit que ce n'est pas un coup d'État. Écoutez bien. M. Alassane Ouattara dit, ce n'est pas un coup d'État. Et il a parlé en anglais. The Ivorian people, they support this revolution. C'est-à-dire, tout le peuple de Côte d'Ivoire soutient cette révolution. Car ce n'est pas un coup d'État. C'est la révolution des œillets. C'est une révolution. Donc le coup d'État contre le président démocratiquement élu, Henri Konan Bédié, héritier de Boigny, successeur de Boigny, président du PDC-RDA, a fait l'objet d'un coup d'État militaire. Et Alassane Ouattara a salué le coup d'État contre Henri Konan Bédié, qu'il a qualifié que ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Ça là, c'est l'histoire. Donc enlever la photo de Gueye, c'est fait comme si toutes ces déclarations n'ont pas existé. C'est comme si toute la direction du RDA n'est pas partie en prison. Parce que la question qu'on va se poser, quand ils ont été arrêtés, mais comment ils sont sortis de prison? C'est à l'issue, même Henriette Dagri Diabaté, Amadou Gon, comment il s'appelle, Katina Koné, comment il s'appelle, c'est pas Katina, l'homme de Yopougon là, j'oublie son nom. Aidez-moi à trouver son nom.
Voilà, tous ceux-là, ils étaient en prison. C'est à l'occasion de ce coup d'état militaire qu'ils ont recouvré la liberté. Ok? Et ce que je dis là, c'est factuel. Kafana connaît, merci beaucoup. Ils étaient tous en prison. Maintenant, si vous enlevez la photo de Gay, vous cherchez maintenant à nier une partie de l'histoire. Or, c'est une erreur grave. Et je ne sais pas quel est l'état d'âme, de Mabry Twakeus, de l'UDPCI, qui s'est fondu, qui s'est dissous, qui s'est disloqué à travers le RADP. Or, le parti fondé par Guy Robert, c'est l'UDPCI. On enlève sa photo. Et quand on enlève sa photo, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une niaiserie de l'histoire. Or, on doit restituer les faits historiques. C'est très important. Donc, en 99, là, voici les faits. Et vous avez non seulement salué, vous tous, vous avez salué le coup d'état militaire, mais vous avez participé dans toutes les institutions issues du coup d'état. Vous étiez même content que le président Bédié ait fait l'objet d'un coup d'état militaire. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, là, c'est factuel. Il y a pas même sur les portefeuilles ministériels. Est-ce que c'est un coup d'état du RDR? Non, c'est notre coup d'état. Non, c'est pour nous. Le ministère de l'économie et des finances est confié au RDR. Et c'est Ngolo Koulibaly. Ngolo Koulibaly qui était le ministre de l'économie et des finances. Quand le FPI s'est plaint, ils ont partagé l'économie. Ils ont donné le budget. Ils ont donné le budget au FPI. Et puis le RDA a gardé l'économie et les finances. Ils ont donné la justice. Ok? Ils ont donné la justice au RDA. Et c'était l'occasion de prendre des décisions, de libérer tout le monde. Ils sont rentrés au gouvernement. Ben, c'était la fête. Ça, c'est l'histoire. Parce que souvent, quand on voit les pro-ados parler, bon, ils n'ont pas vécu l'histoire. Mais c'est factuel. C'est factuel. C'est factuel. Mesdames et messieurs. Donc, c'est le prolongement, c'est les faux filles là, c'est eux qui ont fait 99. Les Djagao, c'est eux qui ont fait le coup d'état de 99. Et à la fin, le général Gueye a commencé à avoir de l'ambition. Lui, il a commencé à avoir l'appétit vorace. Et le président Gbagbo, là, on peut lui reprocher tout, mais il a été plus stratège politique que vous. Il n'a pas été obligé de susciter un coup d'État. Il n'a pas été obligé de susciter une rébellion. Il a joué le jeu de la transition militaire. Pendant ce temps, vous là, tellement vous étiez propriétaire, c'est-à-dire tellement que vous voyez, c'est-à-dire, ça là, vraiment, quand Atouro dit que Ouattara n'a pas digéré la trahison, qui n'a pas digéré la trahison de Gueye là, mais il ne parle pas au hasard. Parce que pour vous, pour eux là, Gueye devait venir faire les quelques mois là, il quitte et puis il crée les conditions de la prise du pouvoir par M. Alassane Ouattara. Maintenant, quand Gueye commence à avoir des ambitions, mais Gbagbo joue le jeu. Il joue le jeu parce qu'il veut se maintenir, il veut rester dans le starting block. Parce qu'il sait. Bon, je vois beaucoup de demandes en bas, je regarde. Celui qui ne suit pas le compte, je ne pourrais pas le faire monter. Voilà, je préfère dire ça de manière claire. Voilà. Parce que ça ne coûte rien de suivre un compte. Vous ne pouvez pas aimer être sur un panel et puis vous ne suivez pas. Voilà. Voilà. Il y a un seul qui me suit, je le fais monter. Les gars de Paris. Voilà. Tout le reste là, je ne vais pas vous faire monter. Voilà. Il y a aussi Trésor. Voilà. Trésor qui suit le compte, je le fais monter. Voilà. Tout le reste là, moi, c'est pas compliqué. Voilà. Je fais comme les autres maintenant. Fermez vos comptes et vos trucs, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? Donc, le président Gbagbo a joué le jeu. Il s'est calmé, il a mis bas la terre, il sait qu'il a trop duré derrière le pouvoir.
Il joue le jeu. Certains même ont dit qu'il a dealé avec le général. Que le général a dit, bon, je vais faire de toi Premier ministre dès que je prends le pouvoir. Il dit vraiment, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, c'est ça, il faut respecter son génie politique. Donc quand j'ai dit la dernière fois, j'ai dit, le président Gbagbo est devenu président dans ce pays sans tirer un coup de feu là. Je ne dis pas qu'il est fort ou bien il n'est pas fort, mais c'est la restitution historique des faits. Il n'a pas tiré un coup de feu. Et c'est ça qu'on appelle le génie politique. Parce qu'il a su adapter. Il a su adapter sa stratégie à la force du moment qui était en place. C'est ça aussi être un stratège politique. Il a su adapter. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes aujourd'hui qui veulent lui donner des leçons, je dis, mais ceux-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Ok. Je ne fais monter que ceux qui suivent le compte. Hein. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis, lui, il a analysé, il a compris, je suis face à un régime militaire, qu'est-ce que je fais? J'adapte ma posture face à ça. Et ça lui a permis de rentrer dans le starting block. Donc, on ne peut pas d'abord dire, on dit non, il n'est pas venu par la force. Il est venu, ok, grâce à son génie politique. Ok? Tu montres et tu te mets dessus. Ok? Il est arrivé au pouvoir grâce à son génie politique. Il accepte de dealer et le RDR s'engage dans une confrontation. Donc, M. Ouattara s'engage dans une confrontation avec la junte militaire, la transition militaire, qu'il a écarté tout court. Et le président Gbagbo a accepté de jouer le jeu. Donc, il est rentré. Et puis, dès que sa candidature a été acceptée net, le président Gbagbo prend la parole. Il dit, nous allons gagner cette élection. C'est là que le général comprend que Gbagbo est fort en matière politique. Il dit, nous allons, ok? Nous allons, il dit, nous allons gagner cette élection. Il dit, nous allons gagner cette élection. Nous allons la gagner. Et si Gueye s'hasarde à tripatuer le scrutin, il sera chassé comme Milosevic. Mais c'était trop tard. Sa candidature était déjà validée. Il a fait campagne, il a gagné l'élection, et en plein dépouillement, les militaires se sont fait interruption sous ordre du général Robert Gueye à la Commission nationale électorale, et puis ils ont séquestré Honoré Gueye. Donc le président Gbagbo, ayant vu cela, a appelé les populations à descendre dans la rue. Gbagbo pouvait jouer, il pouvait jouer le Woody, il pouvait jouer le garçon avant la validation des candidatures. Mais il a dit non, non, je mets bas la terre. Quand on dit non, le président Gueye a besoin des politiciens, il court, il est là et puis il rit. Il est assis. Mais c'est ça, il cherchait le pouvoir, il n'a pas tiré un coup de feu. Donc la violence qu'on a vue là, la violence lui a été imposée. Et je vais expliquer. Comme à l'époque on aimait tellement Alassane, c'était notre première expérience, donc on ne comprenait rien d'autre. Donc le monsieur, il a joué le jeu. Il est rentré dans le starting block. Sa candidature est acceptée. Ok? Dès lors que sa candidature est acceptée, il dit, nous allons gagner cette élection. Et si Gueye s'hasarde à tripatuer les élections, nous allons le chasser comme Milosevic. Et c'est comme ça que Gueye a été chassé. Donc, le président Gbagbo a appelé les populations à descendre dans les rues pour faire barrage à la forfaiture. Et donc, le peuple de Côte d'Ivoire a répondu à son appel en descendant dans les rues. Voilà, ce que moi je dis là, je parle aux enfants, ce que je dis c'est factuel, il n'y a rien qu'on invente, nous ne sommes pas dans des inventions. Ok? Il a dit, Gueye sera chassé comme Slobodan Milosevic. Et quand il a appelé le peuple de Côte d'Ivoire à descendre dans les rues, les Ivoiriens sont descendus dans les rues.
Pendant que les Ivoiriens sont descendus dans les rues, le président Gbagbo a demandé que le dépouillement continue, que la proclamation des résultats continue. Et la CEI, la CNE a été réinstallée. Ils ont continué. Sinon, Gueye avait envoyé Bamba Cheikh Daniel, qui était le directeur général de l'administration, pour proclamer les résultats en faveur de Gueye Robert. Et le déclarer même comme premier président de la Deuxième République. Donc, voici les faits. Et donc, la CNE a déclaré le président Gbagbo vainqueur de l'élection, et puis il a pris le pouvoir. C'est pendant ce temps que M. Ouattara a fait une déclaration que le RDA, à travers Ali Koulibaly, a dit que le pouvoir se trouve dans la rue. Qui demandait aux militants du RDA de descendre dans la rue. Et voilà comment les militants du RDA sont descendus dans la rue. Donc ce que j'ai dit là, c'est factuel, il n'y a rien qu'on invente. Et là, il y a une confrontation. Ce n'est plus Gbagbo contre des partisans du président Gbagbo. Et il y a eu une confrontation. Et c'est depuis lors que les problèmes sont partis. Et il y a eu des djalis, des situations chaotiques. Une situation chaotique s'est installée dans le pays jusqu'à la découverte du charnier de Yopougon. Voici les faits, voici l'histoire. Est-ce que le RDR, est-ce que Ado avait besoin de dire à Ali Koulibaly que le pouvoir est dans la rue? Est-ce qu'il avait besoin? Non, venez me dire s'il avait besoin, parce que toi, ta candidature est rejetée. Tu n'es pas candidat à une élection. Si tu demandes à tes partisans de descendre dans la rue et demander la reprise des élections, problème qui va sortir dedans là, qui est responsable? Donc ça là, Ado n'a jamais pardonné ça à Gueye Robert. Il n'a jamais pardonné ça à Gueye Robert. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui devait devenir président. C'est Ado qui devait devenir président. Les gens ont négligé Gbagbo. À l'arrivée, c'est Gbagbo qui est président de la République. Et tout le problème est parti à partir du moment où le RDR a demandé à ses militants de descendre dans la rue. Et ça a eu des conséquences. Donc, à un moment donné, il va falloir rétablir les faits et que l'opinion publique puisse dire qui a eu raison, qui a eu tort. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont eu raison de l'écarter ou de ne pas l'écarter. Je ne suis pas en train de dire qu'il a mal fait de dire aux gens de descendre dans les rues ou de ne pas descendre dans les rues. Je ne suis pas en train de dire qu'il a mal fait de réclamer ses droits, de se battre, mais il y a des institutions qui sont là. Or, ce sont les mêmes hommes politiques qui ont écrit dans nos constitutions, qui ont écrit dans nos lois fondamentales que le juge de l'élection, c'est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Que ces décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Parce que s'il y a des gens qui cherchent l'origine de la rébellion, comment c'est parti, il n'y a pas de rébellion spontanée. Ça ne quitte pas au ciel pour tomber. Il y a les éléments, il y a les circonstances et il y a les situations confuses, conflictuelles qui conduisent à une rébellion dans un pays. Ça là, c'est les faits. Il n'y a rien. Les gars, tapoter, aider à atteindre l'objectif. Voilà, vous voyez le cœur orange, appuyez dessus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes bien concentrés, mais n'oubliez pas aussi de tapoter parce que ça protège le live. Quand tu viens dire ça, tu vas durer là-bas. Tu vas durer là. Quand il venait là, c'est vous qui avez payé mon transport. Quand il venait là, vous étiez au courant même qu'il venait. Il est ici là. Je vis bien, je vis mal. C'est vous qui me nourrissez. Ou bien quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, c'est chez vous, là, je vais aller dormir, ben, je vais aller manger. Pourquoi c'est moi, ma présence ici, le temps que je vais prendre ici, là, qui vous préoccupe? Parce que vous voulez faire chanter les gens. Ça fait mal d'être loin de chez soi, d'être loin des siens, d'être loin de son lieu de vie. Ça fait mal. Mais ça fait partie du sacrifice. Ça fait partie du sacrifice. Parce qu'il faut des gens pour dire non. Il faut des gens pour dire la vérité. Il faut des gens pour dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, plus personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Au risque d'aller en prison. Mesdames et messieurs. Donc, voici les faits.
La candidature est rejetée. Tu n'es pas candidat. Tu n'as pas participé aux élections. Mais c'est toi qui dis à tes partisans, tu descends dans les rues. S'ils descendent dans les rues, qu'il y a des conséquences. Après, on va dire, je n'ai rien fait. Mais tu es d'autant plus responsable. Donc, ce que j'ai dit hier, là, les gens ont perdu la vie à cause de lui. Il ne s'est jamais incliné. Les victimes qui m'écoutaient, les parents de victimes du RDR, vous qui m'écoutez, est-ce qu'on vous a considéré un jour? Est-ce que les gens, depuis qu'ils sont au pouvoir, là, ils vous ont une fois rendu hommage, ils se sont intéressés à vous, ils vous ont considéré un jour? Ils sont venus vous dire un jour, Yako? Hein? Est-ce qu'ils vous ont considéré un jour? Est-ce qu'ils vous ont dit Yako un jour? Hein? Jamais. Au contraire même, on dissout le RDR. Et quand on dissout le RDR, on dissout le RDR avec sa mémoire. Quand on dissout le RDR, on dissout le RDR avec son histoire. Hein? On dissout le RDR avec sa mémoire. Et quand tu dissous un parti, tu le dissous avec sa mémoire, avec son histoire. C'est ce que je dis là. C'est pas ce RLDP là qui a fait que Ado est devenu ce qu'il est dans ce pays. Donc, dissoudre le RDR, c'est dissoudre votre mémoire. Et regarde, j'ai parlé la dernière fois avec Jomo. Quand je lui demande s'il avait une carte de militant du RADP, il m'a dit quoi? Jomo dit non, lui, il a la carte de RDR. Donc, comme le RDR a été dissous, le RADP a été créé, donc c'est... Il n'y a pas de logique. Parce que ce parti s'est écoulé avec son histoire, avec sa mémoire. Et vous le dites, et c'est ça, les jeunes du RADP. Je vais jouer les voix tout à l'heure. On dit la dernière fois, quand TBO dit à Bobo, c'est trop récent, la douleur est encore vivace. Cette plaie-là, elle est béante. Mais est-ce que vous-même, là, vous vous êtes un jour rappelé de ces gens-là? Est-ce que vous vous êtes incliné? C'est quand vous êtes en difficulté que vous vous rappelez que ceux-là, ils existent. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui, là, se fait à la gloire de la famille Ouattara. Ça se fait à la gloire de la famille Ouattara. Ce n'est pas des problèmes de personne. 20 ans au pouvoir, dans une démocratie, c'est pas ce qu'il nous a promis. Les jeunes doivent être fidèles. Mais pour que les jeunes soient fidèles, il faut que vous, là, vous soyez fidèles à vos engagements. Il faut que vous respectez la Constitution. Il faut que vous évitez de changer l'ordre constitutionnel, de changer les choses pour chercher des rétropédalages. Premier mandat, troisième mandat de la troisième, quatrième République. Ce n'est pas ce qu'il nous a promis. Il nous a promis, donnez-moi un mandat de 5 ans et je vais changer votre vie. On n'a pas prévu 4 mandats. Mais pourquoi vous voulez? Quand lui dit c'est bon, là, on dit oui, c'est bon. Quand lui dit c'est pas bon, là, c'est pas bon. Donc, à l'intérieur d'un parti, il doit y avoir ce qu'on appelle le débat contradictoire, le choc des idées. J'entendais quelqu'un jouer une vidéo tout à l'heure, qu'il y a un Malien qu'on appelle Chico, qui disait aux gens qu'actuellement il est dans un trou. Il demande aux gens qui sont en France ici et qui soutiennent la transition au Mali, ou bien qui parlent, qui font des choses, ils n'ont qu'à faire attention, lui il a des problèmes. Et c'est ce qu'on appelle le droit de parler. La liberté d'opinion est garantie par la Constitution française. Si les gens veulent vous faire partie d'ici, là, parce que vous dites, vous usez de votre droit constitutionnel, là, acceptez d'aller chez vous. Bagbo Kone est parti au Burkina, là. Il est parti au Burkina, là, il ne vit pas. Si tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, tu peux aller au Mali, tu peux aller en Guinée, tu peux aller au Niger, tu peux aller au... C'est-à-dire, il y a plein de pays dans le monde. Parce qu'on veut te mettre pression, on veut t'empêcher de parler. Ça, ce n'est pas la France, ça. Ça, ce n'est pas la France. Mais il ne faut pas insulter les gens. Or, ce que ce gars-là, lui, faisait là, ce n'est pas ça qu'on appelle la politique. Mais c'est valable aussi pour tous les insultés, les gens comme les assos. Ceux qui se sont félicités ici de la mort du ministre de la Défense malien, on a entendu des propos graves ici. Même les propos de Choupapi, vous avez entendu? Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. La diffamation dans la politique, chaque citoyen doit porter plainte. Quand on est victime, on fait l'objet de diffamation. Chacun doit porter plainte.
Ça, là, c'est l'état de droit qui protège ça. N'ayons jamais peur de dire ce qu'on pense. Limite de son droit constitutionnel de critiquer. On ne peut pas critiquer en Côte d'Ivoire, on ne peut pas critiquer en France, ça c'est faux. Si tu dois être expulsé parce que tu critiques un régime, là, assume. Si on doit te refuser quelque chose parce que tu critiques un régime, là, il faut assumer. Parce que le droit à la critique là, est un droit constitutionnel. C'est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1789. C'est garanti par la Constitution française. Et c'est même la base fondamentale de la démocratie. S'il n'y a plus de liberté d'expression, mais il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de liberté. Mais il ne faut pas aussi insulter les gens. Il ne faut pas calomnier les gens. Hier, vous m'avez vu avec un individu qui est monté sur un panel. Ce jeune Amba Boy là, qui m'a insulté. Il m'a dénigré. Il a menti sur moi. Mais moi, je suis allé chercher les preuves de ses activités criminelles et puis j'ai joué hier. Bon, lui, il vient me dire, lui, il attend moi mon feu vert. Lui, il va aller mettre bénis-toi à 100. J'ai dit, mon frère, pardon, faut laisser lui là et sa conscience. Qu'est-ce que Benito n'a pas dit de Ado? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Ado? Qu'est-ce que Benito n'a pas dit de Ado, de RADP? Qu'est-ce que Benito n'a pas dit? Est-ce qu'il n'a pas dit que lui, il a falsifié ici, et ils ont falsifié des communiqués du procureur de la République pour mettre sur Internet? Ce n'est pas une raison d'aller le frapper. Mais pourquoi tu ne vas pas le frapper? C'est moi, tu vas prendre pour bête. Ça fait combien d'années on dit Parigo, son petit frère a frappé quelqu'un. C'est-à-dire, on ne m'accuse pas pour ce que j'ai fait. On dit son petit frère a frappé quelqu'un. C'est-à-dire, je suis coupable de ce que mon petit frère aurait supposé avoir fait. Depuis quand on est responsable de ce que son petit frère fait? Même son enfant majeur, quand ton enfant a plus de 18 ans, tu n'es plus responsable de ce qu'il fait. C'est quand ton enfant a moins de 18 ans que tu es responsable. Oui, enregistrer va. Merci beaucoup. Merci d'enregistrer. Depuis quand on est responsable, ok? On est responsable de ce qu'on fait. De ce que ton fils majeur fait. Après, il faut te raison ton petit frère. Et toi, tu vas venir me dire de te donner le feu vert. Toi, tu vas aller frapper quelqu'un. Tu vas le mettre à 100. Moi, de donner mon accord. Il a dit pardon. Faut le laisser avec sa conscience. Laisse-le, pardon. Il est lointain de moi. Parce que pour moi, la politique, là, ce n'est pas la violence. Depuis moi, je vous parle, là, vous m'avez vu insulter papa et maman de quelqu'un. La dernière fois, j'ai répondu à Zasso parce que ce qu'il fait, je fais la même chose. Je ne porte plus plainte. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, moi, je ne cherche plus à tout. Tu m'insultes, je t'insulte. Et c'est le président Gbagbo qui a raison sur la question. Il ne faut pas provoquer les gens, il ne faut pas aller trouver les gens, les insulter, et puis tu es là. Non, tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes ma mère, je suis ta mère. Même c'est coranique. Dans le Coran, à la justice, on va dire qui a commencé. On dira toujours que c'est telle personne qui a commencé. Donc je reviens ici au sujet. Voilà en 2000, voilà ce qui s'est passé. Il a demandé à ses partisans de descendre dans la rue. Et il y a eu une confrontation. Et c'est là la guerre civile même de Côte d'Ivoire allait commencer. Une violence et une situation chaotique, dramatique. Nos frères et sœurs se reposent encore. Ceux à qui vous n'avez jamais rendu hommage. Ceux à qui vous n'avez jamais dit merci. Vous les avez oubliés. Vous avez oublié leurs parents. Voilà l'histoire. Nous, on avait notre vie. On avait notre vie. Et on était fiers d'être Ivoiriens. On était fiers d'être dans cette Côte d'Ivoire qui ne ségréguait pas. Mais votre Côte d'Ivoire aujourd'hui ségrègue. C'est-à-dire vos militants sont devenus des xénophobes. C'est-à-dire ces néo-ivoiriens là, c'est eux aujourd'hui. Le ségrégateur, c'est-à-dire le ségrégué d'hier est devenu le ségrégateur d'aujourd'hui. Quand tu parles, va dans ton pays. Tu n'es pas ivoirien. Mais en Côte d'Ivoire, là, nous, on ne savait pas qui est pété, qui est baoulé. Qui a envoyé la carte de séjour? La ségrégation en Côte d'Ivoire a commencé par la carte de séjour.
Les brimades, les oppressions, les humiliations, c'est à travers la carte de séjour que ça a commencé. Mais quand M. Ouattara a instauré la carte de séjour dans ce pays, c'est à partir de là que les Ivoiriens se sont dit, ah, attention, donc Ouedraogo qui est là, c'est pas mon frère. Ah, Camara qui est là, c'est pas mon frère. Ah, il y a Camara au Mali. Ah, il y a Traoré ici. Mais c'est là que tous les problèmes ont commencé. Ça a créé un sentiment, ok, de rejet. C'est les conséquences. Donc on ne peut pas venir s'asseoir, tapoter les gars et puis partager le live. On ne peut pas venir s'asseoir et puis faire croire aux gens comme si non, le monsieur arrivé, il était tellement propre et puis il avait des problèmes. Mais c'est faux. C'est d'abord lui qui devient Premier ministre. Histoire la carte de séjour. Et ça a eu des conséquences dramatiques sur la population. Des humiliations, des confusions que les gens créaient. Comme je vous l'ai dit, celui qui n'est pas abonné au compte là ne pourra pas monter sur le panel. Merci. Je vois beaucoup de demandes en bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne vous demande rien d'autre. Voilà. Tapotez les gars et puis partagez. Merci à vous. Vous êtes très nombreux. Merci à vous. Donc, ce que j'ai dit là, il n'y a rien qu'on invente. Il a instauré, quand la carte de séjour a été instaurée, c'est là où la ségrégation a commencé. C'est là où la division a commencé. Parce que l'enfant Claude qui est à l'école voit Camara de Côte d'Ivoire, voit Camara du Mali. Ils sont tous dans le même pays. Mais lui, dans sa tête, ah, mais si lui là, il n'est pas... Donc les gens ont instrumentalisé la situation. Et quand lui, il parle de la primature, la conséquence a continué jusqu'en 1999. Mais jamais la Côte d'Ivoire n'avait qualifié un fils du Nord d'être un étranger. Merci beaucoup le beau B50. Jamais dans l'histoire. Donc quand il revient et que lui veut être candidat, c'est là le problème commence entre lui et le président Bédié. Il faut encore dire que ceux qui disent oui, tu étais dans tel parti, tu es dans tel parti. M. Alassane Ouattara a été vice-président du PDC-RDA. Est-ce que vous le savez? De base d'abord, là, il a été d'abord PDCI. Et le RDA est sorti du PDCI. Mais vous avez vu les propos que Lamine Diabaté a tenus à Odjene. Mais le président Bédié, là, il est responsable de ce qui lui est arrivé. Parce que ce que Ado ne pardonne pas aujourd'hui, là, ok? Ce que Ado ne pardonne pas aujourd'hui, Bédié a toléré ça hier. Sinon, il devait faire arrêter Lamine Diabaté. Parce que les propos, il devait le faire arrêter pour aller au tribunal. Parce que les propos qu'il a tenus à l'époque, lui en tant que ministre d'État, astreint au devoir de réserve, les propos qu'il a tenus à l'époque, nous les jeunes là, on ne pouvait que croire à ça. Vous qui traitez tout le monde de rebelles. Mais les jeunes que nous étions à l'époque là, on ne pouvait que croire à ça. Les propos qu'il a tenus. Sinon, nous, on n'était pas PDCI, on n'était pas au PDCI. Mon père était PDCI, ma maman, mon grand-père, tout le monde a été PDCI. Mais nous là, notre premier parti là, c'est le RDA. Donc nous, on n'était pas PDCI. Donc ce que nous disent là, ça nous on croyait pas autre chose, on ne réfléchissait pas longtemps. Même devant le tribunal de l'histoire, les enfants que nous étions là, le tribunal de l'histoire va pardonner aux enfants et ne pardonnera jamais à ceux qui ont façonné, qui ont falsifié l'histoire. Lamine Diabaté, j'ai mis la vidéo en ligne, ça fait combien? Des milliers de vues. Nous sommes à 72 000 vues aujourd'hui. Et c'est, mais moi-même, à l'époque là, nous on était là, c'est pour applaudir seulement. Quand on dit Ado, oh, on applaudit. Mais le monsieur a tenu des propos graves. Ces propos-là, on ne peut pas les tenir dans une république. Ceux qui cherchent rebelles, les gars là, ils peuvent chercher rebelles. Le PDC peut chercher rebelles. Mais vous, au RADP, c'est vous qui cherchez les rebelles? Alors que vous avez créé l'esprit même de la rébellion. Vous avez mis l'esprit de la rébellion d'entre nous. Mais est-ce que ce que le monsieur a dit là, c'était vrai? C'était pas vrai. Et c'est moi-même, quand j'ai grandi, j'ai mis cette vidéo-là, j'ai commencé à me rendre à l'évidence de la gravité, de la nocivité de ces propos. C'est tellement grave dans une république. Voilà, j'ai mis en ligne, c'est à 14 000 vues. Voilà ça ici. Avant de vous souhaiter la bienvenue, Écoutez bien. je vais vous demander la permission de m'adresser à mes parents d'Odjene en Malinké.
avant de m'adresser à vous, je vais demander à mes parents d'Odjene de m'adresser à vous à Malinké. Dans une république, un ministre d'État qui veut s'adresser à ses parents à Malinké. Mais aujourd'hui, on nous dit, nous, on n'est pas Malinké, on est Odjeneka. On n'est pas Djoula, on est Odjeneka. Mais voilà le sage là, le patriarche qui dit, je vais m'adresser à mes parents en Malinké. C'est quelle langue on parle là-bas? C'est le Malinké? C'est pas autre langue? On parle en Djoula? Ou bien, mais pourquoi il va s'adresser à une population qui n'est pas Malinké en Malinké? Ou bien il mentait alors? Les jeunes qui sont sur Internet, qui se sont oubliés, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire vous-même, votre propre richesse, votre propre culture, vous cherchez à détruire, vous cherchez à disloquer pour faire plaisir à des gens qui n'ont même pas la même culture que vous, qui n'ont pas la même histoire que vous. Vous êtes du nord-ouest et ils sont de l'extrême nord là-bas. Vous n'avez même pas la même culture, ni la même langue, ni la même civilisation, ni la même manière de faire. Certains sont perdus, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On va écouter si dans une république, les propos que le vieux là est en train de tenir devaient être... Okay. Dans une république, un ancien ministre d'État qui dit, on a pris ce pays avec les munitions et les armes. Ça veut dire quoi? Nous, on ne connaît pas la peur. Nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle la peur. C'est quoi? C'est ça qu'on appelle préparer les esprits à l'affrontement. Maintenant, qui a pris ce pays avec les armes? C'est qui? Citez un nom. Qui a pris, Ibrahim, dis-moi, 1 mètre carré de ce territoire avec les armes? Avant la rébellion, c'est qui? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Samori Touré. Après Samori, là, il y a qui a fait la guerre et qui a fait des conquêtes? Citez un nom. Qui a fait la guerre, qui a fait des conquêtes? Citez un nom. Non, avant Soro Guillaume, Marcus, avant Soro, avant le 19 septembre, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a pris ce pays avec les armes? Il y a qui? Non, PPAC n'a jamais pris les armes pour faire la guerre dans ce pays. Il y a un début à tout. Je ne parle pas de celui qui se défend. Qui? Non, ce n'est pas IB. Pourquoi? Vous voyez? Et c'est ça qui me plaint chez vous. Parce que vous refusez de vous cultiver, de vous informer sur votre histoire. Non, ce n'est même pas autant d'Alassane. Laissez tant d'Alassane, tout ça, laissez Gueye, tout ça c'est récent. Alassane, Babo, tout ça c'est récent. J'ai dit dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire coloniale, dans l'histoire historique, c'est-à-dire dans la préhistoire, avant même qu'on nous appelle Côte d'Ivoire, qui a déjà pris une portion de cette terre-là avec les armes et les munitions? C'est qui? Voilà, parce que vous devez connaître votre histoire. Vous devez connaître votre histoire. Et si vous ne connaissez pas votre histoire, mais vous êtes obligé de nager à contre-courant. C'est même pas Kragwe Nyagbe. Laissez le temps des Kragwe Nyagbe. Les Kragwe Nyagbe, ça c'est à l'occasion des indépendances. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au nord, je parle du nord. Qui a déjà pris une portion du territoire quelque part avec les armes qu'on connaît dans l'histoire? Il y a qui? Il n'y a que Samori Touré. Il n'y a que Samori Touré. Et ce que je dis est factuel. Le vieux nous dit quoi ici? Le vieux nous dit quoi ici? Il nous dit... Non, je ne parle pas des Baoulés, je parle du nord, des Malinké. Voilà. Le vieux nous dit quoi? Est-ce que quand tu tiens ces propos aujourd'hui, là, ils ne vont pas aller t'arrêter? Ils vont t'arrêter pour t'envoyer en prison. Mais il y a eu ces propos-là. Donc quand je dis vous ne pouvez pas vous disculper, je ne parle pas au hasard. Et être un homme, c'est d'assumer son histoire. Être un homme. Voilà, Marcus, je vois tous vos trucs. Hein. Voilà, comme moi je vous ai dit, tous ceux qui ne suivent pas le compte ne monteront pas sur mon panel. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà.
Ça, c'est important. Voilà, je regarde. Est-ce que vous comprenez? Mais voici les propos. J'ai laissé les propos du vieux jour. Non, mais on a beaucoup de choses. Amboni, PDC, Kamina, on a beaucoup de choses. Nous, on va vous expliquer comment nous sommes sortis du PDC. Et on va vous expliquer ça. Mais avant de vous expliquer, nous, on n'a pas peur de quelqu'un dans ce pays. On a pris ce pays avec des munitions et des armes. Voilà ce que le vieux a dit. Maintenant, dites-moi le nom de celui qui a pris ce pays-là avec les munitions et les armes. Le seul qu'on connaît dans l'histoire qui a fait des conquêtes jusqu'à Kong, presque pris toute la moitié de la Côte d'Ivoire, c'est Samori Touré. Et qui a été arrêté à Guélémou. Allez, on écoute. Donc, je vous explique un peu la genèse de la crise ivoirienne. C'est une genèse, c'est une histoire. La genèse de la crise ivoirienne, c'est une histoire. L'histoire, là, le vieux dit, on va vous expliquer comment nous sommes sortis du PDC. Nous sommes sortis du PDC à cause de manquance de respect. C'est-à-dire à cause de l'impolitesse, à cause du mépris, à cause du manque de respect. Voilà pourquoi nous sommes sortis du PDC. Maintenant, nous sommes sortis du PDC. Doroya, ou quand Doroya, ils nous ont, c'est-à-dire le couturier là, le couturier les a mal mesurés. C'est-à-dire il a fait la mesure et puis il a diminué. Ça devait faire 200. Il a dit non, les tailles là, c'est des pygmées. Ça devait les a diminué. Voilà pourquoi ils sont sortis du PDC. C'est ce que j'ai dit là. Il appartiendra à chacun de tirer ses conséquences. De tirer ses conséquences. Et au moment où ce discours-là se faisait là, nous on n'était pas des hommes politiques à l'époque. On était tous sympathisants, partisans. La place que nous occupons aujourd'hui dans l'arène politique, là, ce n'est pas cette place où 500, 600, 800, 1000 personnes peuvent venir t'écouter là. Ce n'était pas le cas. Et nous, ça on croyait. Chacun avait son petit boulot, chacun avait sa vie. On était tranquille dans nos coins. Ça fait des ados là. C'est ça qui est venu nous faire sortir. Comme on dit, Denko, le Nabola Bona. Ça veut dire quoi? Affaire d'enfant, c'est ça qui m'a fait sortir au dehors. C'est affaire d'enfant là qui a fait sortir tout le monde au dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc le vieux dit qu'à l'époque là, ils nous ont traités comme des pygmées. Ça y est, ils nous ont diminués. Ou qu'en Doroya. Ils nous ont manqué du respect. C'est pourquoi ils sont sortis du PDC. On va écouter. Après, ils nous ont bafoués. Ils nous ont bafoués. Ok? Ou quand Djanzi, ils nous ont bafoués. On continue. Il a dit que nous ne sommes pas des humains, que nous sommes des animaux. Écoutez bien, c'est très facile. Soro est le père de la rébellion. Ça, c'est très facile. Soro est le rebelle. C'est très facile de le dire. Mais il y a quelqu'un qui a rendu Soro rebelle. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte que Soro soit rebelle. Il y a quelqu'un qui a mis cet esprit-là en Soro, l'esprit rebelle en Soro. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Comme tous les jeunes du Nord que vous avez vus qui sont devenus rebelles, qui sont mis à côté aujourd'hui, qui sont allés chercher le gibier. Pendant ce temps, c'est une famille qui est en train de se congratuler. Tous ces jeunes du Nord là, qui sont devenus rebelles, c'est ce discours-là. Parce que les papas, les sages, est venu dire qui ils sont. On dit que je suis un animal. Quel est l'enfant dont le père viendra lui dire, que l'enfant du voisin dit que lui, il est un animal? Hier, là, j'étais avec ma femme et puis on causait. Elle m'a dit une histoire, elle dit qu'il y a une fille, son papa est venu lui demander, mais pourquoi tu as fait parler avec ton mari? Son papa était en colère. Et elle dit non, que papa, tu sais ce qu'il a dit? Et puis je l'ai frappé.
le monsieur dit non, qu'il a dit que toi, tu es un gangster. Le monsieur dit en bas, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit oui, il dit ma fille, tu as bien fait de le frapper. Donc, quelqu'un vient dire à ton père, à tes papas, à tes parents qu'ils sont des animaux. Et puis toi, tu vas aller demander à ton papa. Et papa, lui là, il a dit que tu es animal. Hein, de faire quoi? D'aller le frapper. Non? Tu fais ce que tu as fait. Et c'est ce qui s'est passé. Allez, on continue. Avant, quand nous on votait pour Foué, là, les gens là nous considéraient comme des animaux. Ils pensaient que c'est parce qu'on ne connaît rien que nous tous on votait au Foué. Écoutez bien. Oh, lui qui parle, qu'il pensait que nous étions des animaux. Oh, lui qui parle là, lui, il est ministre d'État. Qui t'a nommé comme ministre d'État? C'est Oufoué. Donc, quand tu votais Oufoué, là, tu ne le votais pas parce que tu aimes Oufoué. Tu le votais parce que toi aussi, tu étais bénéficiaire. Tu étais ministre d'État. Mais à l'époque, là, quand lui, il vient nous dire que les gens nous considèrent comme étant des animaux, nous, on croit à ce qu'il nous dit. On croit à ses propos. On ne dit pas que c'est faux. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas été appelés idiots. Ils n'ont pas été appelés bêtes. Ils n'ont pas été appelés les animaux. Nous, on n'était pas là-bas. C'est le compte rendu qui a été fait aux enfants, aux jeunes. Et là, c'est encore Bédié qui est au pouvoir. Le coup d'État de 1982 n'est pas encore intervenu. C'est Bédié qui est au pouvoir. Encore, d'abord. On vous fait ici l'historique. Donc, la crise ivoirienne, on ne peut pas le dissocier d'un nom, Alassane Ouattara. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui la crise. Mais on ne peut pas dissocier les deux. Et puis vous allez voir tout à l'heure, dans les propos du vieux, c'est aussi clair. C'est aussi clair. On continue. Alassane na conférence doka Abidjan 92 là. Vous avez entendu? Voilà. Vous avez entendu? Quand je dis la crise ivoirienne, la cause préjudicielle de la crise ivoirienne s'appelle Alassane Ouattara. Le vieux vient de vous faire le témoignage que tout le Grand Nord votait PDCI RDA, votait Houphouët-Boigny. Micro? Oui, c'est pas qu'on l'attend pas. Bonjour, Étoile. C'est comme mon micro. Bonjour, Doom Love. Il y a Daddy qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va, Étoile, ça va bien. Oui, bonjour à tous. Hein. Mais on n'entend plus rien là. Ah ben, c'est bizarre, on s'entend bien, mais on n'attend pas le président. Ou bien il est en com. Oui, il est en com. Bon, s'il est en com dans le nom là, il devait nous dire qu'il est au téléphone. Non, mais ça peut être... je pense qu'il est en com. Ça peut être instantané, donc spontané, donc il n'a pas... Ouais, dans tous les cas, moi je viens de vous prendre en marche. Hein. J'ai pas trop le fil. Quand j'ai pas le fil, donc je vais fermer mon micro, peut-être pour écouter Étoile. Bien, voilà, si Daddy a suivi. Bon, Henria seulement non. Henria n'a pas fini. Parce que là, dans son panel, on a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Quand il va finir, chacun d'entre nous va parler aussi. Ah ça. Mais voilà, comme tu as beaucoup de choses à dire, c'est pas mieux de commencer maintenant? Attendons qu'il finisse, parce que c'est l'histoire. Lui, il connaît son histoire, nous aussi on connaît la nôtre. Donc attendons qu'il finisse d'abord. Raconte la tienne alors. Raconte la tienne. Je parle pas forcément pour lui, mais pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est pas faux aussi, tu as raison. Mais néanmoins, on va donner au moins quelques minutes pour voir d'abord. C'est son panel, il ne faut pas dire que non, c'est ceci, c'est cela. Donc on attend un peu quelques minutes d'abord. Ok, mais comme tu vas attendre, le truc c'est que tu ne peux pas rester le panel. C'est ça. Moi, attends, il faut monter. Je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas vu le début du live, mais j'ai vu la photo de Fofi Kwaku derrière et je pense qu'on n'est pas sans savoir que
Dans la journée d'hier, on a annoncé la mort de M. Fofié Kouakou. Voilà. Donc moi, c'est par rapport à ça que je voulais m'exprimer. Le truc, Atoro, c'est que moi, plus je regarde tout ce qui se passe, plus je me dis que le président Guillaume Soro est quand même venu de loin. Les gens disent, pourquoi il ne rentre pas, pourquoi il ne rentre pas. Vous savez, une personne qui a un destin là, même si lui-même il veut aller se donner à la mort va le refuser. Je discutais hier avec un ami et mon ami me disait, bon, mais Guillaume Soro même, il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont refusé que son avion atterrisse. Et quand j'ai appris la mort de Fofié Kouakou, je me suis dit, mais attends, vu la manière dont ils en veulent au monsieur, pourquoi ils ont refusé que son avion atterrisse? Parce que c'était plus facile pour eux de laisser son avion atterrir. Et puis, s'ils avaient à lui faire quelque chose, ils l'auraient fait. C'est-à-dire, même si ils n'allaient pas le prendre un coup pour le dia, mais passer par d'autres méthodes, maladies et tout, et puis après partir, comme on a vu un peu avec Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, Amadou Cimetière et tout ça. Donc, dans le fil de notre raisonnement, mon ami et moi, j'en ai conclu que on ne peut pas s'acharner comme ça sur une personne simplement sous prétexte que la personne n'a pas voulu adhérer à une idéologie politique. C'est pas possible. Et je ne crois pas au hasard. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut entendre que M. Fofi est parti. Je ne dis pas que nous sommes des immortels, nous sommes tous des mortels. Et chacun a son temps où il partira. Mais je dis que la mort là, elle vient à point nommé quand le bon Dieu a décidé que ce soit le cas. Ça aurait pu être le cas il y a bien longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui? Et donc, ça me conforte dans ma position de savoir que Guillaume Soro, là, Dieu n'a pas encore fini avec lui. Sincèrement, quand tu regardes bien dans le fond tout ce qui est en train de se passer, mais tu comprends aisément comment on peut se défouler comme ça sur une personne qui, à un moment donné de sa vie, a été quelqu'un qui a été prompt à nous accompagner, à nous soulager, à nous protéger, à donner de son temps, de son énergie et de sa vie pour que nous puissions quand même accéder à un pouvoir, pour que nous puissions quand même avoir une sorte de notoriété dans un pays où on se sentait stigmatisé. Petit, il y a l'Internet. Tomba, tu es arrivé. Oui, oui. Ok. Donc, je suis arrivé, merci beaucoup. Voilà, j'avais reçu un appel important qu'il fallait que je décroche. Voilà. Et donc, vous entendez le monsieur. Parce que, au fait, c'est très facile pour vous d'être sur les réseaux, rebelle, rebelle, rebelle. Mais c'est une insulte à la mémoire à notre histoire. C'est une insulte. Parce que tous les jeunes que vous voyez là, je ne suis pas en train de dire que la rébellion c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose. Ceux qui peuvent le dire, c'est ceux qui ont subi, qui ont été victimes de ça. Mais pas les bénéficiaires. Pas les bénéficiaires, pas ceux qui bénéficient, pas ceux qui continuent de se sucer là-dessus. On écoute ici Lamine Diabaté. Abanou Mabira, journaliste de quoi? Ah, le Premier ministre, qui va mina protagonia, qui va fokonia, qui va gagner, qui va gagner, qui va gagner. Comme ambi kumaka enya demain, amba y politique mo ba de livre. Voilà le début. Alassane a fait une conférence de presse. Il a parlé de l'économie. Quand il a fini de parler de l'économie, il y a un journaliste qui lui pose la question. Alassane, on a vu que tu maîtrises l'économie, tu as fini de parler, mais on a remarqué aussi que tu es un grand homme politique. Allez, on écoute. 95 de Ngassou. Ni voté Kassou.
Many you look on. Ako, fouille one. 95 Ok, mois. je vous explique. Il dit bon, parce que la date constitutionnelle de l'élection était en 1995. Houphouët-Boigny est réélu en 90. Ok? Il est réélu en 90. Il nomme Alassane Ouattara Premier ministre, d'abord président du comité interministériel, ensuite Premier ministre. Et donc, la prochaine élection devait se faire en 1995. Au moment où il est Premier ministre, un journaliste lui pose la question, toi aussi tu es un grand homme politique. Quand 1995 va arriver, ok? Quand 1995 va arriver, est-ce que toi, tu penses que tu vas être candidat? Ok? Est-ce que tu penses que toi, tu vas être candidat? Et donc, le monsieur, il dit, ben, on va... Toi, ça va. Nous, on casse ma main. Ok. Là, nous sommes en 1992. C'est en 92 que le président, comment il s'appelle? Le président, au fait, est décédé, non? C'est en 80. Aidez-moi à trouver l'année. En tout cas, il est encore Premier ministre en 92. Voilà. Donc, en 92, donc naturellement, là où j'avais des doutes, là, mes doutes maintenant sont levés. Merci. En 92, il est encore Premier ministre d'Houphouët. Houphouët-Boigny est encore vivant. Houphouët-Boigny est encore en fonction. Et c'était la première élection du multipartisme. Donc, naturellement, Houphouët devait faire 2 mandats. Mais excuse-moi, Tchomba, est-ce qu'il n'était pas inepte? Parce qu'en 93, les rumeurs couraient que le vieux était malade. Donc, il était inapte à toutes ses obligations, en fait. Qui était inapte? Oufoué, en 93. Non, on se met pas. Et là, Paul Biya est malade, il est inapte, mais il est président jusqu'à aujourd'hui. Donc, naturellement, Houphouët devait faire 2 mandats. Houphouët devait être le président de la Côte d'Ivoire de 90 à 95 et de 95 à 2000. On se met dans cette logique. On ne regarde pas son état de santé. Il peut mourir comme ça s'est passé en 93. Mais en 92, rien ne présage que Houphouët ne sera pas candidat en 95. Parce que le problème n'a pas commencé sur Bédié. Parce que l'intervention que le monsieur est en train de faire là, il parle de 1992. Il dit en 1992 là, Abdoula, un journal, alors qu'il est encore Premier ministre d'Houphouët-Boigny. Est-ce qu'en 95, naturellement, comme ça se passe aujourd'hui, j'ai fait une publication sur ma page où Touré Mamadou dit que c'est le meilleur d'entre nous qui sera le candidat du RADP, qui sera choisi par le RADP. Et dans le même interview, il dit le candidat choisi par Alassane Ouattara sera mon candidat. Donc quand je fais une communication, les gens me disent occupe-toi des GPS, tu n'es pas RADP. Maintenant, c'est le candidat de Alassane Ouattara est le candidat du parti parce qu'on a confiance à Alassane Ouattara. Maintenant, si Alassane Ouattara est le premier ministre d'Houphouët-Boigny en 1992, en réponse là, Alassane n'a pas dit 95 n'est pas encore arrivé, ça reste 3 ans. Parce que rien n'indiquait que Houphouët allait mourir en 92. Rien n'indiquait que Houphouët là, il n'allait pas être candidat en 95. Ou bien il devait dire, si le président Houphouët-Boigny décide que je sois candidat en 95, je serai candidat. Ou bien si le PDCI, mon parti, où je suis le vice-président, indique que je suis le candidat, envoie-moi sur mon 2e numéro. Ok? Est-ce que vous comprenez? Envoie-moi sur mon 2e numéro. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire si le président Houphouët-Boigny décide, si le président Houphouët-Boigny dit que je serai candidat, alors il serait candidat, ou bien si mon parti, le PDCI-RDA, me choisisse. C'est pour vous expliquer que le problème au sein du PDCI là, ne vient pas du PDCI, ni de Bédié, ça vient d'Alassane Ouattara. Et là, quand Bictogo a dit que lui, il est prêt à gouverner le pays, si il a le soutien du président Ouattara, il a le soutien du RADP, mais c'est ce qui lui a valu
son éviction de la tête de l'Assemblée nationale. C'est celui qui lui a valu cette éviction. Or, et même ils sont convaincus que Bictogo a une proximité avec la population. Il a quand même une célébrité au sein de la population. C'est pourquoi ils sont allés faire le meeting à Yopougon, le défilé à Yopougon. Ils ne sont pas allés faire le défilé à Yopougon parce que Yopougon est un bastion imprégnable du PDCI et du PPACI. Ils ont envoyé Bictogo en remplacement de Kone Kafana parce qu'ils pensent que Bictogo là, peut réussir à reprendre la situation. Or, il y a 2 communes importantes en Côte d'Ivoire, voire même 3 communes importantes. Bouaké, Daloa, Bouaké, Abobo, Yopougon. Ces 3 communes-là sont déterminantes. Sont déterminantes dans l'élection. Donc, positionner Bictogo à Yopougon, aller organiser l'indépendance à Yopougon, ce n'est pas fait au hasard. Mais Ouattara était PDC. Est-ce qu'il devait avoir une ambition? Est-ce qu'il devait répondre aux journalistes? 95 n'est pas encore arrivé. Quand 95 va arriver, je vais dire quelque chose. Alors que le président Bédié, le président Oufoué était vivant, le président Bédié était encore président de l'Assemblée nationale. Ok? Il était encore président de l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, c'est quoi on reproche à Guillaume Soro aujourd'hui au sein du RADP là, dans la compagnie d'Ado. C'est ce qu'Ado a fait quand il était au PDCI. Je répète. Et je ne sais pas si le professeur, vous me comprenez. Comment elle s'appelle aussi? Ma petite soeur, ma fille, si tu me comprends. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, voici les propos du vieux. Nous sommes en 1992. En 92, Oufoué est vivant. En 92, Henri Konan Bédié est dauphin constitutionnel. En 92, Alassane Ouattara est premier ministre d'Oufoué-Boigny, chef du gouvernement. En 92, il est vice-président du PDCI. Donc, ce n'est pas un militant ordinaire. Président, pardon, je suis monté pour ça. Je voulais corriger quelque chose. Bonjour tout le monde. En 1992, le PDCI n'avait pas de vice-président. Le président absolu, c'était le président Oufoué-Boigny. Et puis le secrétaire, c'était Donald Frogo. Il n'y avait pas de vice-président. Jusqu'en 93, jusqu'à la mort du président. Non, pas vice-président, mais en fait, comme il était premier ministre, le président Oufoué... Il n'a jamais été militant du PDCI. Non, il a été. Mais il n'y avait pas de vice-présidence. Non, il a été. Je vais vous expliquer. Mais il n'a pas été vice-président en tout cas. Ok, je vais comprendre. Je vais expliquer. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas été vice-président, mais quand il était premier ministre, Oufoué-Boigny avait pris une décision au PDC pour lui donner un rang, ok, dans les instances du PDCI. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était la nomination en tant que vice-président, mais il avait un statut, ok, conforme à son statut de premier ministre au sein du PDCI-RDA. Parce qu'à l'époque, là, le PDCI ne gouvernait pas avec une autre formation politique. Voilà. Et ça, c'est quand même important. Parce que lui, à l'époque, là, il était encore PDCI. Lui-même, il a une fois dit, il a une fois fait la déclaration. Je pense que quelqu'un pourra nous trouver... Je te confirme, président, je te confirme. Il entre en politique en 1990. Il est nommé premier ministre par Oufoué. Il milite et c'est sous la bannière du parti politique. Donc, il sert le gouvernement en tant que premier ministre sous bannière du PDCI, puisque le PDCI, en 90, était encore parti unique. C'est en 91 que naît le FPI. Merci. Merci. Mais il n'a pas été vice-président. Merci. Voilà, ok. Merci pour cette information. Mais le statut qu'il avait, ça dit c'était du point de vue protocolaire. Et il participait dans les réunions du PDC. Ok. Et donc, là, tu es premier ministre d'un parti qui est au pouvoir. Si un journaliste te pose la question, tu ne dis pas au journaliste, je vais réfléchir. Tu ne dis pas au journaliste, ça reste 3 ans, je n'ai encore rien dit, je ne dis rien dans 3 ans. Non. Si tu parles comme ça, ça devient une ambition personnelle. Va t'asseoir là. Lève-toi, voilà. Est-ce que vous comprenez? Ouais, mais je suis occupé. Ça fait trop. Va te connecter sur le moment.
Elle a beaucoup d'internet. Est-ce que vous comprenez? Donc le PDCI, il est le candidat, il est le premier ministre du PDCI. Il est premier ministre du PDCI. Et ça, c'est une évidence. Parce que c'était le parti unique. Et c'était le gouvernement du PDCI. Il n'y avait pas un militant de la société civile dans ce parti. Donc, en 92, là, il est premier ministre du gouvernement du PDCI. Donc, il ne peut pas dire, je n'ai encore rien dit. 3 ans, on a encore 3 ans. Ça crée quoi? Ça crée une rivalité interne. Alors que Henri Konan Bédié, tu reviens plus, hein? Non, non, reste ici. Reste ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je donne ces informations pour qu'on soit même... Comment? Ce que vous n'acceptez pas aujourd'hui au sein du RADP, là, lui, il a fait ça au PDCI. Donc, les problèmes dont vous avez hérité au PDCI, là, et puis vous êtes sorti pour venir créer le RDR, c'est ce problème-là qui a mélangé le pays. Sinon, la logique veut, la logique la veut. Quand on est premier ministre d'un parti, on ne peut pas s'exprimer en dehors du cadre de ce parti. Je serai candidat à la candidature. Si le parti me choisit, alors je serai candidat. Je suis premier ministre du PDCI. Ok? Je suis parce que je vous explique l'historique de la rivalité entre Ado et le président Bédié. Parce que le président Bédié était... En fait, la réponse la plus logique en ce moment-là pour Ouattara serait de dire qu'il s'en tiendrait aux décisions des instances du parti. Très bien. C'était ça la logique. Donc, en fait, même dans sa... Ah, il y a ok, vas-y. Je voulais dire juste pour te compléter, d'où la sortie de Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu te rappelles? Oui. À cette réponse qu'il va donner quand il dit que oui, il reste encore 3 ans. Ou Bala Keïta sort fort sur lui pour dire un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas être dans la maison et puis prétendre. Parce que sa réponse voulait dire que il sera, dans 3 ans, c'est sûr qu'il sera candidat. Alors qu'il devait répondre comme Atouro l'a dit. Merci. Voilà. Ok, allez-y, fais ça. Ouais, Étoile veut compléter quelque chose? Oui, je veux continuer puisqu'on est dans la réflexion. Moi, c'est des questions. Hein. Donc, je me dis, dans ce cas, pourquoi? Parce que le RDR a été créé en 94. Il a parlé de 3 ans. Mais quand on entend dans l'entendement des militants du RDR d'alors, pour eux, Jenny Kobenan n'est pas le père concepteur du RDR. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que M. Ouattara, étant Premier ministre ou étant encore même en train de préparer à créer un groupe politique qui allait être opposé au PDCI. Donc, la question que je me pose, est-ce que à cette période de 94 où le RDA a été créé avec Jenny Kobenan, M. Ouattara n'était pas informé du fait que le RDR rentrait en opposition directe avec le PDCI? D'accord. Maintenant, ça c'est d'abord en 94. On va arriver à la création du PDCI. Parce qu'en fait, l'événement que Lamine Diabaté, ancien ministre d'État, est en train de décrire, le RDR n'est pas encore né. Oufoué n'est pas encore mort. M. Ouattara est encore Premier ministre. Il est encore militant du PDCI. Parce que tu ne pouvais pas présider le conseil de gouvernement à l'époque si tu n'es pas PDCI. Étaient membres du gouvernement à l'époque les militants du PDCI. Est-ce que vous comprenez? Étaient membres du gouvernement les militants du PDCI. Je vous fais au fait la genèse de la crise ivoirienne jusqu'à la rébellion. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à expliquer aux gens pour qu'ils comprennent? Quand on dit la rébellion là, est intrinsèquement liée à Alassane Ouattara,
On vous explique comment la gestation, comment l'esprit a été enceinté, comment il y a eu la gestation, comment il y a eu la naissance, comment il y a eu la progression, comment il y a eu la croissance et comment il y a eu la vieillesse. C'est important. C'est important d'expliquer aux gens. Donc, ce que je suis en train de dire, tous ceux qui sont en bas, je vous vois, vous voulez monter. C'est vrai, il y a la place. Mais nous, on ne fait monter les gens qui suivent le compte. Voilà, ça c'est important. Donc, j'explique ici que il ne pouvait pas dire que dans 3 ans, 2015 c'est dans 3 ans, Houphouët est vivant. Le PDCI est structuré. Il y a un dauphin constitutionnel. C'est le PDCI qui choisit son candidat. Et toi, tu es militant du PDCI, ou cadre du PDCI. Tu es premier ministre du PDCI. Et c'est ce que Altouro a dit tout à l'heure. Il a pas... Mais à partir du moment que le premier ministre dit, que le premier ministre du pays dit que dans 3 ans, c'est trop tôt de parler en ce moment, ça crée une rivalité interne. Sinon, le vieux nous décrit ici qu'avant l'avènement de Ado à la primature, le PDCI votait, le Nord votait le PDCI 100%. On appelait le Nord même la bataille électorale du PDCI ou d'Houphouët-Boigny. Il y avait un pacte entre le PDCI et le Nord. Il y avait un pacte entre le PDCI et le Nord. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a déstructuré ce pacte? C'est cette réponse-là que le vieux nous décrit ici. Et là, lui, il venait d'arriver. Parce qu'il est arrivé en 1990. Proprement dit dans le PDCI. Quand il devient premier ministre, quand il devient président du comité interministériel, quand il travaille avec le président Houphouët-Boigny. En 1990, que lui, il devient premier ministre. Oh, il y a des gens dans le PDCI qui sont là, les Bédier, les Kami Ali, les Constant Bombé, les Fologo, les Bala Keita. Hein? La liste est longue. Lui, il arrive, lui, il dit pas, je m'en remets à la décision des instances du PDCI. Je m'en remets à la décision du président Houphouët-Boigny. Quand il dit ça, ça crée des problèmes. Voilà où est parti le problème. Voilà où, à partir de ce moment, le président Bédier le considère comme un adversaire. Et au sein du PDCI, les cadres du Nord se sont fédérés et ont mis en place un comité de soutien, une organisation de soutien au premier ministre Alassane Ouattara, que les gens ont qualifié de charte du Nord. Voilà l'histoire des crises à l'intérieur. Voilà comment c'est parti. On va continuer. Professeur, tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon? On m'a fait pas, hein? Après nous, comment on te fait? Abonu ko moto jofo wole ba ba da yon ka jamana wuri kala san jebe ka pa jebe ka nugu jebe ko ande foye kuno wolo ne kuno hotal we alu ke pa mai ma ay ma lo parce que nous parlons de mot pata ka mo ni treda vous dites ça non? Vous avez entendu? Nous là, ils ne nous connaissent pas. Nous, nos parents, nos papas ont pris ici les armes. Non, de vous à nous, est-ce qu'on avait besoin de cette crise au sein du PDCI? Si on veut s'inscrire dans la logique, est-ce qu'on avait besoin de la crise? Non. Donc quand le moment d'assumer les conséquences arrive là, on assume avec responsabilité. Voilà ce que le vieux dit.
Est-ce que nous, là, nous, on peut avoir peur de quelqu'un? Vous qui? À mes parents, auxquels je m'adresse en malinqué. Qui ethnicise le débat? Qui ségrègue? Qui divise? Dans les propos que j'ai tenus hier, là, mais je ne les tiens pas bêtement. Je ne les tiens pas. Excuse-moi, Tchomba, dans ton explication,